Bonjour, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui on vous parle du pétrole, peut-être bientôt exclu du label ISR. Michel Papalardo, bonjour. Bonjour. Merci d'être la présidente du comité du label ISR. On va revenir un petit peu en arrière, rappeler que ce label ISR a été créé en 2015 par Bercy. J'ai envie de dire au tout début de la finance durable. Juste après les accords de Paris qui disaient il faut que la finance travaille elle aussi à maintenir, enfin à essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Exactement. Donc c'est là qu'on a eu le déclic en fait. Exactement. Il fallait un peu revoir tout ça. Il a été critiqué ce label ISR par certains pour son manque d'exigence. Et donc voilà, il fallait qu'il évolue un petit peu pour gagner ou regagner en légitimité. On en est où? Il y a eu, voilà, il faudrait expliquer un petit peu. Il y a eu, vous avez été nommé quoi il y a... Moi, j'ai été nommée à la fin de l'année 2021. Voilà. On a fait des propositions qu'on a soumises à consultation, un peu théoriques, on va dire, enfin en tout cas sur les grandes lignes. On les a arrêtées définitivement au mois d'octobre de l'année dernière. Ouais. Les propositions, les orientations, on va dire, Ouais. voilà, en français, enfin voilà, pas le référentiel lui-même. Et après, il a fallu transcrire tout ça dans le référentiel, ce qui est beaucoup plus précis, bien entendu. Et ce sont donc effectivement ces propositions du référentiel qu'on a publiées au mois d'avril, qui est en consultation aujourd'hui. Tout le monde peut aller sur le site tous du les label acteurs ISR, de la place, les conseillers en gestion indépendante, tout le monde, les entreprises, enfin, les lobbies, les tout le ONG. monde, exactement. Tout le monde peut y aller. Nous, on écoute tout le monde jusqu'à la fin du mois. Ensuite, on va faire notre travail, on va écouter et comprendre tout ça, et on vise la publication cette fois-ci de notre proposition de référentiel définitif début juillet. Voilà, avec possiblement, et c'est une des grandes nouveautés qui fait parler, on a envie de vous entendre, M. Papalardo, le pétrole qui serait, alors le pétrole, il faut être plus précis que ça, je le dis grossièrement comme ça, mais le pétrole potentiellement qui serait exclu du label ISR, on dit que c'est un choix qui est très fort. Alors, ce n'est pas exactement le pétrole, comme vous dites. Voilà, faut être en fait, on fait des exclusions, ce qui n'existe pas dans le référentiel actuel, excusez-moi. Donc d'abord, on exclut le charbon, ok. Ensuite, on a le pétrole et le gaz. Et on fait deux tas. On a le pétrole et le gaz non conventionnels, gaz de schiste, pétrole ou gaz qu'on explore dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, très profond, les sables bitumineux, voilà. Tous ces pétroles et gaz qui non seulement ont un impact négatif sur le climat, bon ça on le sait bien, mais aussi souvent sur la biodiversité, voire sur la santé des gens qui sont dans leur environnement. Ça, ceux-là, on exclut. Voilà, on les exclut. Et vous avez un deuxième tas qui sont les pétroles et le pétrole et le gaz conventionnels. Bon, le classique, on va dire, celui qu'on va chercher dans le désert, voilà. Et celui-là, on ne l'exclut pas. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. Celui-là, on ne l'exclut pas, mais on veut absolument que les entreprises qui ne feraient que cette partie-là d'exploitation du gaz et du pétrole, donc conventionnel, aient une trajectoire en accord avec les accords de Paris, c'est-à-dire qui visent bien 1,5 degré, qui visent même la neutralité carbone en 2050. Il n'y en a pas. Enfin, à ma connaissance, donc ça revient à les exclure. Oui, non, mais pas vraiment, parce que s'ils viennent et s'ils ont une trajectoire, ils peuvent changer quand même. L'objectif du label, c'est bien de faire bouger les choses. Donc, si ces entreprises, d'une part, abandonnent le non conventionnel et, deuxièmement, vont dans une trajectoire de réduction, de sortie finalement, progressive du fossile, on pourra les reprendre dans les fonds. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Voilà. À ma connaissance, il n'y en a pas. Ouais, le label ISR qui n'a pas suivi les recommandations, Michel Papalardo, du GIEC, qui recommande carrément de stopper tout nouveau projet pétrolier. C'est pas si vrai que ça. Tout nouveau, voilà, vous avez dit les bons mots. Tout nouveau projet pétrolier. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que quand on supprime le non conventionnel et qu'on oblige ceux qui font du conventionnel à avoir une trajectoire qui diminue, vous êtes bien obligé de ne pas faire de nouveaux produits. Si vous faites des nouveaux trous et des nouvelles productions, de nouveaux projets, vous n'allez pas être dans une trajectoire de sortie. Voilà. Donc en fait, c'est la même chose, sauf qu'on essaye d'être un peu pédagogique et d'essayer de bien faire comprendre que le sujet
aujourd'hui, ce n'est pas de sortir complètement tout le fossile, parce qu'on vit quand même à 80% encore avec du fossile. C'est la réalité du quotidien. Voilà, donc on peut, de manière un peu hypocrite, dire allez, on sort tout ça et puis ça sera financé par on ne sait pas qui, mais vous trouverez une autre sorte de financement, on ne veut pas savoir. Nous, on est quand même dans l'idée que le label doit aussi accompagner vers la sortie. Exactement. Voilà, au bon rythme. Et le rythme, il est fort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et j'insiste parce qu'on parle beaucoup du pétrole, du fossile, des énergies produites. Et moi, j'insiste aussi beaucoup sur la demande. Parce que si vous sortez, vous réduisez, vous arrêtez de financer les fossiles et qu'en phase, vous continuez à avoir de fortes demandes de fossiles parce que vos voitures fonctionnent au carburant, parce que les bâtiments... Bon, voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc, quand on dit avoir une trajectoire cohérente avec les accords de Paris et donc aller à 1,5 le plus vite possible, enfin avant la fin du siècle, et puis en net zéro carbone, ça vaut aussi pour les secteurs à fort enjeu climatique de la demande. Donc on demandera la même chose pour les grosses entreprises. Après, ce sera le plus petit. On commence par les grosses, normal, qui sont aujourd'hui dans le secteur des transports, dans le secteur de l'industrie d'une manière générale, enfin tous les secteurs qui consomment aujourd'hui beaucoup d'énergie. Ouais. Et c'est ça la cohérence qu'on veut faire passer, qu'on veut faire comprendre, c'est qu'il faut être cohérent sur l'offre comme sur la demande, en fait. Un petit mot parce que 20% des fonds labellisés ISR aujourd'hui ont du Total Énergie en portefeuille. C'est évidemment le parangon, Total Énergie. Tout ça revient à exclure Total Énergie des portefeuilles? Ah oui, tant qu'ils font du non conventionnel et qu'ils ne sont pas en phase avec la trajectoire 1,5, oui, c'est vrai d'Exxon, c'est vrai de PP, c'est vrai de Mobil, enfin de Shell. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosse major pétrolière qui est en cohérence avec ce qu'on propose. Ouais, et en même temps, on se dit en quoi exclure Total Énergie va pousser le pétrolier à accélérer sa transition énergétique? Ah peut-être que si, quand même. Si. Peut-être que si. Il y a deux choses. Est-ce que ça va les encourager à évoluer? Ils auront toujours des financements, ils trouveront toujours des financements. Clair, ils resteront financés. Mais quand même, ils font des efforts quand même pour essayer de rentrer dans des démarches de développement des énergies renouvelables, etc., etc. Donc moi, je pense que ça a quand même un poids. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des obligations dans un certain nombre de secteurs à avoir des fonds labellisés ISR. Donc ne pas pouvoir être dans les fonds labellisés, c'est quand même un problème. Et puis le label n'a pas uniquement pour objectif de faire évoluer les entreprises, ça a aussi pour objectif de rassurer les épargnants sur ce qu'ils font avec leur... Voilà. J'aurais dû commencer par ça, vous avez raison, c'est ça aussi. C'est ça votre sujet. Oui, c'est rendre le label plus lisible pour les épargnants. Et donc, il fallait un petit peu relever le niveau d'exigence aussi pour montrer que c'est du sérieux, ce label ISR. En tout cas, aujourd'hui, ça nous a paru, même si nous ne sommes pas un label climat et nous ne sommes pas un label vert, on est vraiment un label transversal, E, S et G. Le environnement, social, gouvernance. Voilà, le social nous intéresse beaucoup, la gouvernance aussi. Ça, on parle souvent de E, c'est le E dont on parle aujourd'hui. Oui, mais c'est là que j'ai un doute. C'est-à-dire, quand on interroge les épargnants, on voit qu'ils mettent au moins sur le même plan, et même parfois au-delà, les démarches sociales. Ils veulent investir parce qu'ils veulent, avec leur épargne, être sûrs qu'ils ont, je ne sais pas moi, une épargne inclusive, qui vont aider l'éducation, etc., etc. Donc, leur demande, elle n'est pas uniquement environnementale. Ouais. En revanche, aujourd'hui, compte tenu du contexte et de la situation dans laquelle on est en matière de climat, il faut assurer le minimum. Voilà, il faut être sûr qu'en tout cas, on ne fait pas de bêtises en matière climatique. Le comité, Michel Papalardo, qui a fait aussi évoluer la méthode qu'on appelle Best in Class, qui consiste en fait à retenir les entreprises les plus vertueuses dans un univers d'investissement, en éliminant, jusqu'à présent c'était 20% des moins performantes en matière ESG, environnement, social, gouvernance. Là, de 20%, on passe à 30%. Voilà, ça fait partie de l'augmentation de l'exigence.
en mettant nos exclusions, donc 30%, ça rend forcément l'exercice, le travail pour les sociétés de gestion parfois un peu compliqué, parce que quand elles ont un univers de départ un peu restreint, en enlever 30%, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, c'est le prix de l'exigence. Voilà, donc il y a cette consultation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de mai. On l'a dit, société de gestion, investisseurs, conseillers financiers, ONG Lobby vont vous donner leur point de vue. C'est quoi l'objectif en écoutant les parties prenantes? Parce que vous avez fait votre proposition de référentiel. Vous n'allez pas amender vos propositions? Ah bah, peut-être que si. On l'a fait la dernière fois quand on était sur la partie plus généraliste et plus globalisante, on va dire. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On peut avoir écrit quelque chose d'impossible dans le référentiel. On peut avoir laissé passer quelque chose qui pourrait être mal compris. Enfin, il y a plein de choses possibles. A priori, sur les grandes lignes, compte tenu du fait que ça fait quand même 1 an et demi qu'on les fait connaître, qu'on les réfléchit et qu'on les propose, on ne devrait pas changer, nous, drastiquement les orientations. Mais voilà, il y a des définitions, on peut nous en proposer d'autres. On propose un certain nombre d'indicateurs, notamment ceux de la SFDR, avec l'introduction de la double matérialité, c'est-à-dire de bien voilà, prendre... Je crois qu'on a largué du monde, la SFDR, double matérialité, là, c'est bon, mais plomber l'audience. Bon, Europe, oui. Les textes européens, on va dire. Voilà, on essaye d'être en phase avec les textes européens de manière à pas tromper tout le monde et justement à ce que ce soit lisible. Et double matérialité, ça veut simplement dire qu'on va se préoccuper systématiquement de l'impact des fonds sur l'environnement, sur le social et sur la gouvernance. Alors qu'avant, on faisait que l'inverse. On se préoccupait de savoir quel était l'impact, par exemple, d'évolution environnementale et du climat sur le fond. Bon, c'est important, forcément, ça a un impact. Mais mesurer l'inverse est aussi très important. Le dernier mot, très important, oui, le dernier mot reviendra, et c'est très important aussi, au ministre. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. A priori quoi, juin, juillet? Nous, on voudrait lui remettre notre proposition toute propre après consultation avant le 14 juillet, on va dire les choses comme ça pour faire simple. Et puis après, lui, il a tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va vous suivre à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Bercy édulcore un petit peu vos propositions? Ou les renforce. Ou les renforce, vous avez raison. Ou les renforce. Je ne sais pas, on verra. Date en tout cas, la direction du Trésor suit nos travaux. Enfin voilà, tout ça se fait de manière très ouverte, très publique et avec, si possible, toutes les parties prenantes. Date potentielle d'entrée en vigueur de cette... Alors nous, on souhaiterait... Ce nouveau référentiel. On souhaiterait qu'il puisse être appliqué aux nouveaux fonds dès le 1er janvier 2024. Ben oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a les nouveaux fonds qui vont être créés. Donc il faut qu'ils soient créés dès 2024 avec le bon référentiel. D'ailleurs, on va arrêter d'en créer à la fin de l'année, si possible, parce que ce n'est pas à peine d'en créer avec l'ancien système. Il y a 1200 fonds qui sont... Et puis voilà, il y a les fonds en stock, comme on dit. C'est cela, oui. Voilà, les fonds en stock, on va commencer à les prendre avec le nouveau référentiel. Alors, nous, notre objectif, c'est 1 an après la publication du label. Disons, si le label est publié par le ministre en septembre, ça veut dire qu'à partir de l'été prochain, ce serait avec le nouveau référentiel que les fonds en stock pourraient être suivis ou renouvelés. Parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps aux sociétés de gestion de s'adapter, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Pour se mettre en ordre de marche. Ouais. Donc réponse du ministre, en gros, avant la fin de l'année, sûrement à l'automne, après l'été? C'est ce qu'on espère, oui, le plus vite possible. Bon, vous reviendrez pour faire un point sur tout ça ensemble. Merci beaucoup, Michèle Papalardo, la présidente du comité du label ISR. Merci à vous. Ça vaut le coup, c'est la fin de l'émission, mais on revient la semaine prochaine ici chez vous, sur Boursorama.